Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le jeudi 5 mai, c'est un jour férié, il s'agit du jeudi de l'Ascension, une fête religieuse qui intervient 40 jours après Pâques. Pour les chrétiens, cette journée représente le départ de Jésus-Christ de la terre vers les cieux après sa résurrection. Plus de détails sur la signification de ce jour férié avec Muriel Barlagne. Comme pour tous les jours importants du calendrier chrétien, l'encens brûle. Pour les catholiques, c'est l'Ascension, jour de célébration. L'Ascension est toujours fêtée un jeudi, 40 jours après Pâques. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre est d'autant plus pleine qu'elle a choisi de consacrer la messe à la première communion d'élèves de l'externat Saint-Joseph de Cluny. Une messe particulière donc, qui permet de se rappeler de la signification de cette fête, signification plutôt claire pour la population, que l'on soit croyant ou athée. L'Ascension, c'est comme Jésus devait partir pour aller rejoindre son Père. Il a parlé à ses apôtres, à ses disciples. Il sera toujours avec nous et il part vers son Père. Il nous a donné les commandements à marcher droit. Alors c'est l'élévation de Jésus au ciel, 40 jours après Pâques. C'est sa dernière rencontre avec les disciples et ensuite il monte aux cieux. Ascenseur, donc c'est une montée. Pour Dieu, c'est la montée au ciel. Donc, après son décès, il est parti au ciel. Son âme est partie au ciel. Bon, alors moi, étant donné que je suis une athée profonde, j'avoue que l'ascension, ça n'a pas de signification particulière pour moi. J'ai effectivement reçu une éducation. Toutes nos excuses pour ce petit incident technique. La route de nouveau endeuillée hier soir vers 22h au Moule. Un accident impliquant 3 voitures au niveau de Dutot a fait un mort et plusieurs blessés. Une enquête pour connaître les circonstances exactes de ce drame a été ouverte. Depuis le début de l'année, 23 personnes ont perdu la vie sur nos routes. Un triste record. La prudence est donc plus que jamais recommandée, notamment en ce pont de l'Ascension. C'est le message qu'a souhaité faire passer le préfet de région hier au Gosier. La police municipale du Gosier et la police nationale ont mené l'après-midi des contrôles routiers au niveau du pont de Poussette. Une opération qui a permis de contrôler 145 véhicules. 20 contraventions ont été dressées, notamment pour des défauts de contrôle technique, des défauts d'assurance, voire même des défauts de permis. Des contrôles qui ont eu lieu en présence du préfet de région Jacques Billan. Il revient justement au micro de Muriel Barlagne sur le bilan très négatif de la sécurité routière depuis le début de l'année dans notre département. Il s'agit effectivement pour nous de faire passer, je dirais, un message fort parce que depuis le début de l'année, le constat en termes de mortalité, je dirais, sur les routes est préoccupant. Nous déplorons 22 morts depuis le début de l'année sur les routes de Guadeloupe. C'est près de 2 fois plus que le nombre de morts que nous avons enregistré l'an dernier, en 2015. Et ce message, je le veux fort puisque je note aussi que l'indice de gravité de nos accidents est très élevé. Il est de 19%, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a 19 morts pour 100 accidents. Je dirais que cet indice, il est de 6% au niveau national. Donc on voit bien qu'on a un vrai problème, je dirais, de comportement. Et ces comportements non adaptés sur nos routes, eh bien, ils sont dus à la vitesse excessive, consommation d'alcool, je dirais, alors que l'on est au volant, et puis non-port des équipements de sécurité, que ce soit la ceinture de sécurité lorsqu'on est en voiture ou le port du casque lorsqu'on est à moto, voire en vélo. Parlons à présent de l'actualité sociale. 8 syndicats guadeloupéens appellent à une mobilisation générale dans tout juste une semaine, le 12 mai prochain. Ils demandent notamment le retrait de la loi El Khomri ou encore de meilleures conditions de travail dans le public et le privé. Un rassemblement est donc prévu jeudi prochain à 9h30 devant le Palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre.
Eux, de leur côté, doivent revoir demain leur direction. Mardi, le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels en Guadeloupe avait déposé un préavis de grève. Parmi leurs doléances, le temps de travail. Les négociations sont donc en cours. On fait le point tout de suite avec Johan Charpentier-Titi. Les négociations sont en cours depuis ce week-end entre le syndicat des sapeurs-pompiers et la direction du service départemental d'incendie et de secours. Un point retient particulièrement l'attention des pompiers, le temps de travail. Nous avons un régime de travail actuellement de 24-72, qu'on appelle 24 heures de travail. 24 heures de travail. On appelle un G24, c'est-à-dire après 72 heures de repos. Et l'administration voulait coupler avec un autre régime de travail, qui est le régime de travail du 12 heures, mais nous ne sommes pas d'accord avec la proposition de l'administration qui estime que les sapeurs-pompiers devraient travailler beaucoup plus, malgré que cela est encadré par réglementairement. À cela, la direction du SDIS rétorque principalement un manque de moyens financiers. Le conseil départemental qui finance à 62% le budget du SDIS, eh bien aujourd'hui a un budget vraiment contraint, parce que nous devons aussi assurer notre politique. Aujourd'hui, on a déjà des difficultés pour pouvoir tenir au niveau des bénéficiaires du RSA, au niveau de la politique des personnes âgées, au niveau de la politique sociale, au niveau du département. Pas question toutefois de vivre un mouvement des sapeurs-pompiers semblable à celui qu'a connu la Martinique en début d'année. En effet, le SDIS Guadeloupe estime qu'il y a eu une meilleure gestion ici. Au 31-12-2015, il y avait une dette de 5,5 millions d'euros des communes, mais nous avons, avec le payeur, tout ça, nous avons pris, nous avons mis en place un certain nombre d'éléments avec les communes, donc pour donner des facilités de paiement, tout cela. Donc aujourd'hui, effectivement, le budget du SDIS est contraint, mais je ne pense pas qu'on peut s'inquiéter outre mesure, comme la Martinique. De part et d'autre, on semble vouloir éviter la grève. Ainsi, environ un tiers des 35 points de revendication avaient été traités au moment des entretiens, et chacun semble penser que les négociations vont dans le bon sens. Un mot de politique, on connaît le calendrier électoral de 2017. La date du dimanche 23 avril 2017 a été retenue pour le premier tour de l'élection présidentielle et celle du dimanche 7 mai pour le second tour. Notez qu'en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et en Polynésie française, nous voterons le samedi en raison du décalage horaire. En Guyane, Léon Bertrand, maire de Saint-Laurent et ancien secrétaire d'État au tourisme sous la présidence de Jacques Chirac, a été condamné hier en appel à 18 mois de prison ferme et 100 000 € d'amende. Une condamnation dans l'affaire de la CENOG, la société d'économie mixte du nord-ouest de Guyane, où il est poursuivi pour complicité d'abus de biens sociaux. Léon Bertrand a annoncé qu'il allait se pourvoir en cassation. On en vient à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous irons tout d'abord à Porto Rico. Porto Rico qui est confronté à une gigantesque dette de 72 milliards de dollars. Plus légèrement, il sera également question dans cette page Caraïbe de mode avec le couturier Karl Lagerfeld qui prépare un grand défilé à Cuba. Voici l'actualité Caraïbe. Porto Rico a franchi une nouvelle étape dans la crise de la dette qu'elle subit depuis maintenant près d'une décennie. Le gouverneur du territoire, Alejandro García Padilla, a en effet annoncé que la Banque de développement gouvernementale ne rembourserait pas une dette de 422 millions de dollars, préférant assurer le maintien des écoles et hôpitaux menacés de fermeture, faute de moyens. Le territoire de 3,5 millions d'habitants est confronté à une gigantesque dette de 72 milliards de dollars. Bien que Porto Rico soit un territoire associé aux États-Unis, ce statut a ses limites car il ne lui donne pas la possibilité de se mettre sous la protection du chapitre 9 du Code des faillites américains, contrairement à ce qui a été fait pour la municipalité de Détroit dans le Michigan en 2013. Le gouverneur Alejandro García Padilla ne cesse de demander depuis des mois au Congrès les moyens de restructurer sa dette, mais en vain. Le temps presse, car la prochaine échéance de remboursement pour un montant de 2 milliards de dollars est fixée au 1er juillet. Pour le moment, nous ne prévoyons pas d'avoir l'argent, a averti le gouverneur Padilla. Le parquet brésilien a demandé à la Cour suprême l'ouverture d'une enquête pour corruption sur le chef de l'opposition et candidat à la présidentielle de 2014, Aécio Neves, un instigateur de la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff.
La demande se fonde sur des déclarations de Delcidio Amaral, ancien chef du groupe sénatorial du Parti des Travailleurs, qui a accepté de collaborer avec la justice contre de futures remises de peine, après sa mise en examen dans le dossier Petrobras et après 3 mois de prison. Dans son témoignage, M. Amaral accuse M. Neves d'avoir bénéficié de dessous de table et d'avoir tenté de cacher des données bancaires qui l'impliqueraient dans un système d'achat de vote au Parlement. Les déclarations de M. Amaral à la mi-mars avaient déclenché un séisme politique au Brésil, car ce dernier accusait à l'époque la présidente Dilma Rousseff et son prédécesseur Luiz Inácio Lula da Silva d'avoir bénéficié du réseau de corruption Petrobras. Depuis plusieurs jours, Karl Lagerfeld et ses mannequins prennent la pose dans les ruelles de la Havane. Ils préparent activement le défilé de mode historique qui se tiendra dans la capitale cubaine. Historique car c'est en effet la première fois que la marque française Chanel présente une collection en Amérique latine. Placées sous le signe du voyage, les collections croisières de Chanel s'inspirent de cultures et de lieux aussi différents que Miami, Venise, Singapour, Dubaï et Séoul. La richesse culturelle et l'ouverture de Cuba sur le monde en font donc une source d'inspiration pour Karl Lagerfeld et pour Chanel. Les collections croisières doivent relever un défi compliqué. Ces défilés, organisés en dehors des calendriers officiels de la Fashion Week, donnent à voir une collection de mi-saison. Une nouvelle destination, car elles ne s'appellent pas croisières pour rien. Leur nom vient de leur début pendant les années 20, où ces collections étaient destinées aux clientes qui passaient l'hiver sur les bateaux de croisière au soleil, en particulier les femmes américaines qui recherchaient des tenues plus légères. Aujourd'hui, ces collections sont bien plus qu'une petite collection entre l'hiver et l'été. Elles représentent un véritable enjeu commercial pour les marques et pour les destinations qui les reçoivent. Retour en Guadeloupe, on va parler de sport et notamment de football. Ça y est, c'est parti pour le tournoi international U15. Pendant 3 jours, les jeunes de moins de 15 ans vont s'affronter aux Abîmes et à Sainte-Rose. La Guadeloupe est représentée à travers 3 équipes qui affrontent dans les phases de poule des clubs de Guyane, Haïti, Marseille ou encore Tottenham. Ce matin, au complexe sportif de la Plaine Grand Camp, l'équipe 1 de Guadeloupe affrontait l'équipe de Boca Junior. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Les U15 ont leur tournoi international de football. Objectif, donner aux jeunes talents guadeloupéens l'opportunité de se confronter à d'autres équipes et porter un jour les couleurs de la Guadeloupe au-delà de nos frontières. Cette édition a également pour objectif de rassembler des jeunes guadeloupéens, de nombreux jeunes guadeloupéens, de façon à ce qu'ils puissent partager leurs expériences au niveau du sport, au niveau du football en particulier, avec des Argentins, avec des Brésiliens, avec des jeunes venus de l'Angleterre, de Marseille, de Toulouse. Bref, l'idée c'est qu'il y ait cet échange. L'expérience que nous avons de ces 4 dernières années montre à l'évidence que nous avons de nombreux jeunes qui ont joué à ce tournoi-là et qui aujourd'hui jouent dans des équipes au niveau national, des équipes de Ligue 2 et de Ligue 1. Et donc je crois que c'est une belle opportunité. Gérard Acco est observateur pour les Girondins de Bordeaux. L'occasion pour lui de repérer de futurs grands joueurs. C'est là qu'on peut découvrir les jeunes qui peuvent poursuivre leur carrière de footballeur éventuellement dans les clubs au centre de formation. Depuis le début du tournoi, j'en ai vu quelques-uns, mais il faut attendre une confirmation pour annoncer ou avouer quelque chose de bien concret. Pour son premier match de poule, la sélection guadeloupéenne, composée de 12 joueurs du pôle espoir et des meilleurs éléments de club guadeloupéen, s'est qualifiée aux dépens de Boca Junior grâce à l'unique but de la partie, marqué par le bien nommé Nicolas Ballon. Ça fait qualifier déjà mon équipe pour le premier match. Et puis surtout que c'est un but solo. Alors je suis très fier. Du 5 au 7 mai, 12 équipes de jeunes de 15 ans s'affronteront entre Grand Camp, Sainte-Rose et les Abîmes, venus de clubs français et européens comme l'OM, Toulouse, Caen, Rennes et Tottenham, mais aussi de la Caraïbe avec Haïti, la Martinique et la Guyane, sans oublier l'Amérique du Sud avec l'Argentine et le Brésil. On termine avec du sport mécanique. Samedi et dimanche aura lieu la ronde régionale de Jarry. C'est la première épreuve rallye de la saison. L'année dernière, l'édition avait été remportée par Edmond Bicky qui sera également bien présent. Cette année, il y aura 2 étapes avec une spéciale de nuit. Les précisions d'Éric Pommier. Le rallye de Jarry est probablement l'épreuve la plus courte du calendrier de l'ASA Guadeloupe.
Pas moins de 30 km au total à inscrire au compteur des autos engagés. À bord des bolides, cette fois 2 hommes, un pilote au volant et un copilote pour donner les notes. Car à Jarry, la course est dans une configuration très rapide. Elle nécessite la complicité d'un duo bien affûté. Il faut être en effet très précis. Chaque artère choisie pour cette épreuve rallye est particulièrement piégeuse. La concentration demeure un facteur capital. D'autant plus qu'avec des spéciales dont la spécificité est qu'elles comptent en nombre important de longues lignes droites, seuls les gros cylindrés s'en donneront à cœur joie. À ce jeu, Edmond Bicky, vainqueur l'an dernier, semble tout désigné pour assurer le leadership. Tu sais, Jarry, comme je te dis, bon, je connais bien, mais il faut être très vigilant quand même. Moins de petites erreurs, on perd les secondes, les centièmes, alors là, il faut bien gérer. C'est, comme j'ai dit, c'est un sprint, hein. Les écarts ne sont pas très importants. Quoique Stéphane Nègre cette année n'a pas envie de se faire voler la vedette, 2e l'an dernier. Peut-être que pour les départager, voire prendre les devants, Philippe Nénou, de retour sur une nouvelle S2000, tentera de passer à la vitesse supérieure. Objectif, la première marche du podium également. Pour l'heure, la liste des engagés ne nous a pas encore été communiquée, suspense donc. Nul doute que les favoris ont déjà signé pour en découdre. Bonne nouvelle, dans les coulisses, on murmure le nom de Franz Pradel aux côtés de Michel Moutoussamy, vainqueur de la course de Côte de Café hier, 2e à Borromée. Le pilote du Guad Racing Team serait au départ et pas simplement pour le fun. Les 7 et 8 mai prochains sont les dates retenues pour l'épreuve. Au programme, 2 étapes dont une de nuit le samedi. Rallye de Jarry sur fond de décibels aigus. La partition a déjà été jouée l'an dernier pour la première fois de l'histoire de la compétition automobile en Guadeloupe. Un seul artiste avait joué juste, le 7-tube champion de la Guadeloupe sous sa 306 titres car, Edmond Bicky. Et la liste des engagés vient de nous parvenir. Ils seront 20 pilotes, dont notre pilote maison Jean-Michel Pouvin qui fera ses premiers pas en rallye sur sa nouvelle voiture. On en vient à vos coupures d'eau du jour. Le remplacement de charbon à l'usine de Bel-Ocado se poursuit. Aujourd'hui, c'est la ville du Gosier qui est concernée par ces coupures. Plusieurs zones sont privées d'eau depuis ce midi. Le Bourg, Poussette, Bas-du-Fort, Montauban, Pointe de la Verdure, Mathurin ou encore lotissement Élise. Retour à la normale prévu demain en début d'après-midi. Le temps qu'il fera cet après-midi en Guadeloupe, ce sera une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Quelques gouttes de pluie sont également annoncées sur la côte sous le vent. Les températures seront comprises entre 28 et 31 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, l'actualité nationale et internationale. Je vous retrouve ce soir à 19h pour votre édition locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.